football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to the zone. On est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais évidemment pour revenir sur l'actualité du ballon rond et puis sur cette semaine de Ligue des Champions qui vient de s'écouler. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. Nous sommes jeudi soir, il y a donc eu la deuxième journée de la Ligue des Champions mardi et mercredi avec les rencontres du Paris Saint-Germain, Monaco, Lille. Et j'ai oublié, et Brest, voilà, on en oublie que Brest est en Ligue des Champions alors qu'ils sont en train de réaliser un parcours assez exceptionnel. Le plateau, les zonards habituels, sans Bobo quand même, à qui on fait un petit coucou qui est malade, mais voilà, les zonards habituels, Younes. Ah, je le dis pour ceux qui le connaissent, hein, évitez-le, hein, Covid. Mais alors, rien du tout, il a une petite grippe, hein, une petite angine, je sais pas. Ouais, un gros Covid long. Voilà, un gros coucou et un gros bisou à Bobo qui va revenir un petit peu plus fort. Younes, comment ça va? Très très bien. Très bien. Franchement, impeccable. Bon, t'es beau aujourd'hui. Hein. T'as très bonne mine. Ouais, t'as très bonne mine. Et tu fonds à vue d'œil. C'est ça qui est assez exceptionnel. Dis machallah. Machallah. Voilà. Il a dit l'accent, merci beaucoup. Au contraire de Jo qui fait l'inverse. Ouais, moi c'est. Comment vas-tu, mon Jo? Écoute, impeccable. En pleine forme. Ça se voit, ça se voit. Bon, juste j'en profite avant d'ouvrir l'émission. Encore une fois, merci pour tous vos retours sur l'émission avec Jérémy Ménez. On l'a tourné la semaine dernière, on l'a posté dans la foulée. On a eu de très très bons retours sur tous les réseaux. J'ai regardé, on est à plus de 230 000 vues. Ça cesse encore d'augmenter. On a aussi, on est un peu en train de péter les scores aussi au niveau des abonnements, près de 260 000 abonnements. Donc voilà, c'est grâce à vous. Grâce TikTok, à vous. surtout. Les gens n'en parlaient que de la zone. Non, mais c'est vrai que c'est les sites. Mais c'est grâce à toi, Younes. Figaro, l'After, ça parlait que de vous. Donc. C'est vrai. Ouais, non, mais même, voilà, je sais pas si les choses ont changé pour vous. Bon, peut-être pas pour toi, tu étais déjà. Non, mais je trouve que ça nous donne un peu plus encore de légitimité et ça nous fait avancer toujours dans le processus de créer quelque chose qui nous plaît et bienveillant et on aime ce qu'on fait, donc on le dit aussi. Donc ça, et c'est grâce à vous. Et sur TikTok aussi, on a des scores. On a un short de Rabiot qui a fait 780 000 vues, ce qui est beaucoup. Voilà, donc la zone avance vraiment dans le bon sens et c'est grâce à vous autour de la table et puis grâce à vous aussi. Donc voilà, il y en a encore plein de belles surprises avec des invités aussi qui ne demandent qu'à venir autour de cette table. Donc voilà, on va évidemment évoquer la semaine de Ligue des Champions avec Younes et Jo. Vous êtes prêts, messieurs? On ouvre l'émission? C'est parti. Let's go! Et comment ne pas revenir sur les exploits retentissants, exceptionnels, extraordinaires de Lille et de Brest. Messieurs, vous voulez commencer par quoi? Lille ou Brest? Brest, regarde la photo déjà. Voilà, magnifique. On commence par Brest. Alors, stats, si vous voulez un petit peu briller en société, Brest, dans toute son histoire, a remporté 100% de ses matchs en Ligue des Champions. 2 matchs dans toute son histoire et 2 victoires. La seule équipe avec... Il y a une autre équipe en 1970, je crois, quelque chose comme ça. T'as la stat ou pas? Pas du tout. Non, je dis ça parce qu'ils ont fait que 2 matchs et 2 victoires. Équipe, je sais plus qui a fait ça déjà, mais voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive, je crois. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. T'imagines le mec qui est dans le coma, qui se réveille là, genre il se réveille aujourd'hui là, et il voit Brest deuxième du championnat. Abdallah Sima, 3 buts en 2 matchs, qui se dit qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, non, c'est très beau. Et il y a d'autres matchs. Hein. Non, mais deuxième quand même de cette phase de Ligue, de Ligue des Champions, c'est quand même assez exceptionnel avec 2 victoires en 2 rencontres. 4-0. Ouais, 4-0 à Salzbourg, 2-1 aussi contre Sturm Graz lors de la première journée. Qu'est-ce qui vous a le plus, Jo, peut-être qu'est-ce qui t'a le plus un petit peu impressionné dans cette équipe de Brest? Déjà, est-ce que vraiment on parle d'exploit ou alors ça reste quand même des... j'ai envie un peu de tempérer tout ça, mais Brest découvre la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, fait vraiment figure de rookie, mais ce sont des adversaires abordables quand on connaît un petit peu Éric Roy et les joueurs aussi de Brest. Tu sais bien que je suis proche d'Éric et qu'on en a beaucoup parlé et la chose la plus importante, c'est que je lui ai dit profite vraiment maintenant parce que c'est rare que tout se passe aussi bien, même juste ne serait-ce que dans un match. Tu vas là-bas pour faire un coup, tu sais que Salzbourg c'est un laboratoire de Leipzig qui... Vraiment, tu as des jeunes, tu as des très très bons joueurs, hein, mais c'est pas une équipe. C'est plus un labo pour faire monter des jeunes. Une sorte de tremplin, quoi. Exactement. Donc tu te dis, voilà, il y a un truc à faire. Si tu arrives à rester dans le match, défensivement, tu sais que ça va s'effriter en face. Tu vas pouvoir mettre 1 contre, 2 contre, 3 contre. C'est ce qu'il m'avait dit, c'est ce qu'on s'était dit surtout la veille et l'avant-veille du match. Et comme dirait mon cher Ricky, forcé de constater que tout s'est parfaitement bien placé, même s'il y avait un 0 à la 70e. Ouais, non, mais après... vrai. C'était du bonus, mais je suis ravi pour eux. Younes, est-ce que
Brest n'est pas un petit peu en train de devenir le chouchou de l'Europe, hein. C'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe. Ils jouent dans une petite ville, enfin, ils font les matchs à domicile à Guingamp, dans une toute petite ville de Bretagne. Là, ils arrivent un petit peu à... Enfin, voilà, quand tu gagnes 4-0, tu terrasses forcément ton adversaire. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train de devenir le chouchou de l'Europe? Je crois que c'est le plus petit budget de Ligue des Champions, c'est ça? Ah oui, bah, je crois que c'est. Ouais. Donc c'est énorme. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Et d'aller gagner, sincèrement, personne ne mettait une pièce sur 4-0 à Salzbourg. Parce qu'aller jouer à Salzbourg, c'est toujours compliqué. Mais sincèrement, on a pris énormément de plaisir, que ce soit avec Brest et même hier Lille. Franchement, quand tu vois les clubs français, c'est très rare de gagner autant de matchs. Elle est belle, hein, la femme, hein, la Farmers League, finalement. C'est beau. Et puis juste pour ajouter avec Brest, Éric Roy reprend une équipe qui est en lutte pour le maintien. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui luttaient pour le maintien, qui étaient titulaires dans ce match-là. Et le très très haut niveau, ce que nous montre le Real Madrid par exemple, ou vraiment le plus haut niveau du football, c'est être décisif dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. Et ce match-là, t'es décisif devant et t'es décisif derrière. Donc vraiment, arriver à faire un gap entre le 18e de Ligue 1 et 2e de Ligue des Champions sur la phase, même s'il n'y a que 2 journées, tu vois. Ah. Et ce match-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors là, j'ai une question qui me vient en tête, à l'esprit, et c'est vraiment sans aucune volonté de manquer de respect aux Brestois. Est-ce que cette victoire, ils l'ont obtenue avec leurs pieds, avec leur qualité de footballeur, ou c'était surtout d'un point de vue mental, selon vous? Ça s'est joué vraiment dans la tête. Moi, je pense que c'est un point de ce côté mental qui a beaucoup joué, parce que le dernier match où ils perdent, c'est quoi, 3-0 contre Auxerre. Ouais. Là, le Éric Roy, ton ami, là, il leur a mis une belle soufflante, là, donc tu sens qu'il a fait du bon travail. Et non, je pense qu'ils sont vraiment partis chercher la victoire. Hein. Ils sont pas partis, ils l'ont pas volé. Hein. Et puis tu peux pas t'empêcher de choisir tes matchs. À un moment donné, c'est même, même inconscient, tu vois. Oui, mais le problème, c'est pas de leur faute aussi. On est d'accord que c'est plus plaisant de jouer la Ligue des Champions que le championnat. Mais ton championnat, c'est ton pain quotidien. Si demain tu descends en Ligue 2, ton club il a plus la même valeur, tu vois. Donc tu es obligé, là-bas c'est le championnat, tout en pensant qu'il y a... Après, ils ont quand même de la marge. Mais oui. Parce qu'il y a des équipes qui sont vraiment... Oui, mais ça peut aller très vite, surtout que là, cette saison, la Ligue des Champions, elle se joue jusqu'en janvier. Et ça se trouve, ils auront un match de barrage s'ils font partie de cette tranche-là. Donc est-ce que ça peut pas être aussi un petit cadeau empoisonné? Encore une fois, Non. Non, c'est pas un cadeau empoisonné? Non, après, de jouer la Ligue des Champions. Si tu es maintenu en Ligue 1, on rappelle qu'ils ont quand même à la base bon là ils ont le 13e ou le 14e, mais à la base ils ont quand même l'avant-dernier budget de Ligue 1 l'année dernière. Et là, du fait de la Ligue des Champions, ils ont un peu plus d'argent. Mais leur objectif, c'est pas d'aller chercher la Coupe d'Europe, c'est de se maintenir en Ligue 1. Donc s'ils se maintiennent en Ligue 1 en ayant fait une belle... De toute façon, ils ont validé déjà leur parcours européen. Ne serait-ce qu'après la première victoire, ils ont validé le parcours européen. Donc maintenant, je pense que ils vont avoir des matchs fabuleux à jouer. Je crois qu'ils jouent le Real. Non, mais Barça. Là, dans l'ordre, les prochaines rencontres du Stade brestois. Leverkusen, Sparta Prague, Barça, PSV Eindhoven, Shakhtar. Et là, pour finir, le Real Madrid à domicile. Sincèrement, quand tu es footballeur, tu vois un calendrier comme ça, tu es joueur de Brest, de Ligue 1, personne t'attendait, tu es content. On est d'accord, t'es content d'aller jouer ces matchs. Même Éric Roy, il doit être content. Ça va être dur, bien sûr, contre le Barça. Le Barça, c'est à domicile ou c'est... Le Barça, c'est là-bas. Et le Real, à domicile, c'est à Guingamp. Ouais, au Roudrou. Mais moi, sincèrement, c'est le kiff. Moi, j'ai hâte de voir Brest-Real Madrid à Roudrou. Non, mais quand on repense à des Brendan Chardonnay qui ont connu Brest toute leur carrière, même des Madi Camara qui jouaient le maintien, qui étaient descendus en Ligue 2 avec Saint-Etienne, de voir aujourd'hui qui fait partie des buteurs, des meilleurs joueurs de Brest, c'est quand même insensé. Mais est-ce que, honnêtement, alors, ok, c'est que la deuxième journée de Ligue des Champions, mais je suis obligé de vous poser la question. Brest est deuxième. Je vous ai donné un petit peu les adversaires. Est-ce que vous voyez un petit peu Brest soit dans le top 8 ou alors dans la phase de barrage? Honnêtement. Honnêtement, ça va être dur de se qualifier pour les barrages, je pense. Okay. Parce que les 3 derniers points, tu as cité le calendrier, il va falloir les prendre quelque part. Tu sais que... Il y a Leverkusen, Sparta Prague, Barça, PSV, Shakhtar, Real. Leverkusen, Barça et Real, parce que le Real, ils ont perdu, là, ils vont peut-être pas perdre tout le temps, je pense. Tu sais que déjà, ces 3 matchs-là, ça va être très compliqué, ne serait-ce que de prendre 1 point. Donc, il te reste 2 matchs, quoi. Ouais, mais là, ils ont le droit de rêver, là. Ils ont rien à perdre. S'ils perdent contre le Real, ils perdent, c'est logique. Ouais. Mais ils ont tout à gagner. Ça va être dur contre le Real, contre le Barça, ça va être dur. Leverkusen, ça va être très dur. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre? C'est quoi Sparta Prague, PSV
Leverkusen, Sparta Prague, Barça, PSV, Shakhtar, Real. On y croit quand même au 0-0 pour se qualifier en barrage à domicile contre le Real. Je crois que Shakhtar, c'est à l'extérieur, c'est sur terrain neutre du coup. Et ça, c'est intéressant. Comment ça se fait terrain neutre? Parce que tu peux pas jouer en Ukraine, c'est la guerre. Alors je sais pas si tu. Non, mais c'est pas Prague, c'est pas en Ukraine, Prague. Non, Shakhtar. Je crois que tu me dis Sparta. Non, Shakhtar, ça va être. C'est jouable. C'est là-bas, ouais. C'est jouable parce que c'est sur terrain neutre. Donc tu te dis, bon, c'est pas à domicile, mais c'est quand même un peu avantagé. Et c'est pas le Shakhtar d'il y a quelques années non plus. Mais ça reste le Shakhtar, c'est toujours compliqué à les jouer. Donc je pense qu'ils peuvent essayer d'aller chercher 3 points, que ce soit contre Prague ou que ce soit contre Shakhtar. Et à 9 points, à mon avis, tu es qualifié en barrage. Bon, en tout cas, on y croit, on est à fond derrière les Brestois. Et puis tu disais, Younes, les équipes françaises, elles nous valorisent énormément dans cette Ligue des Champions. Donc forcément, transition toute trouvée pour la victoire du LOSC face au Real Madrid. Alors, toi, c'est à moi. Alors, je vais prendre la relève parce que tu adores cette équipe de Lille et tu es un peu supporter lillois. Donc, oui, c'est vrai. Mon cher Alexis, je suppose que tu as vu le match hier soir. Qu'est-ce que tu as pensé? Là, je le prends vraiment de coup. Oui, là, il ne s'attendait pas, mais tu es obligé. Qu'est-ce que tu penses de cette performance lilloise? Est-ce que tu as été ému? Est-ce que tu as été... Non, j'ai l'impression que en fait, tout était programmé un peu pour que ça se passe bien. C'était l'anniversaire du petit milieu de terrain. Boadi. Voilà, Boadi, qui a été exceptionnel. Je pense à Lucas Chevalier qui sort un match mémorable. Lui, l'enfant du Nord qui n'attendait que de vivre un premier match à domicile comme ça, il sort une masterclass comme celle-ci. Jonathan David qui a été un petit peu décrié depuis le début de saison avec potentiellement son vrai faux transfert de cet été. Et Don Zegrova qui n'attendait qu'un match de cette carrière-là pour un peu... Qui est toujours bon dans les grands matchs. C'est assez exceptionnel. Mais vous, comment est-ce que vous arrivez un petit peu, Younes, comment tu arrives à expliquer cette victoire? On parle quand même de Lille qui fait tomber le roi d'Europe, 15 fois champion d'Europe, donc 15 titres de Ligue des Champions, et Lille n'a même pas participé 15 fois à la Ligue des Champions. Comment tu arrives à l'expliquer? Franchement, moi, sincèrement, hier, c'était un match incroyable, franchement incroyable, ambiance incroyable. Moi, il y a un joueur qui m'a choqué, excusez-moi de vous dire ça, c'est le petit Boadi, 16 ans, qui vient d'avoir 17 ans hier, là. C'est une bonne pub pour la Ligue 1, pour les équipes de Ligue 1. Parce que pendant des moments, on se disait, les équipes de Ligue 1, les équipes françaises, en Ligue des Champions, c'est compliqué. Et là, Lille, franchement, là, ils ont mis la France sur... En haut. Tout en haut, franchement, c'est magnifique. Et puis, c'est comme tu dis, on s'inquiète toujours chaque année ou chaque 2 ans du fait que nos stars partent de Ligue 1, etc. Mais il y a toujours un renouvellement de générationnel. Là, il vient d'avoir 17 ans, mais tu en as d'autres en Ligue 1 qui explosent. On a eu Kamavinga à une époque, on a eu plein. Et chaque 2-3 ans, tu as 2-3 joueurs qui explosent et lui, il part pour une immense carrière. Je lui souhaite, en tout cas, s'il reste sérieux et si tu vois, et c'est toujours pareil. La vraie question, c'est quoi? Est-ce qu'il va jouer pour l'équipe de France ou l'équipe du Maroc? Je pose ça là. C'est lui qui va. Il n'y a que lui qui sait. Mais non, mais c'est très beau. Tu vois, Ben Seguir, c'est à peu près le même délire à la base, parce qu'il a explosé assez jeune, à 17 ans. Bon, il a choisi le Maroc. Après, tant mieux pour lui. Enfin, il n'y a pas de bons choix ou de mauvais choix, tu vois. Il a le choix entre les deux. Ouais. Mais ouais, on va voir. Mais pour revenir à Lille, effectivement, on sait depuis maintenant quasiment des années, j'allais dire des mois, mais des années, que tu as quand même une base extrêmement solide entre Chevalier, dont tu parlais, Thiago Santos, qui est un très, 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 très bon joueur, Zegrova, qui est une star, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de Ligue 1, et même l'année dernière, il l'était déjà contre Paris. Mais là, il est en train de confirmer. Alors, justement, vraie question. J'attends vite, voilà. Zegrova, il a tout juste 25 ans, c'est un ailier d'un très bon club de Ligue 1, mais est-ce qu'il ne pourrait pas aspirer à mieux? Je pose cette question parce que j'ai envie de faire le parallèle avec un Michael Olise, qui est aujourd'hui titulaire au Bayern Munich, le Bayern Munich qui fait partie des favoris pour cette Ligue des Champions. Est-ce que Zegrova, il ne pourrait pas aspirer à être titulaire dans un des gros clubs d'Europe, selon vous? Si, facilement, bien sûr. Bien sûr. Après, on lui reproche souvent un peu son comportement. Parce qu'il paraît qu'il est un peu dur, mais sur le terrain, c'est le niveau il peut être dans le top 8, top 10 européen. Moi, je pense ça va être dur de le garder l'année prochaine. S'il continue comme ça va être dur de le garder. Déjà, il devait le voir. Pareil pour Jonathan David. Ouais. Moi, je comprends pas que Jonathan David, personne s'est mis sur lui. C'est quoi? C'est 20-25 millions. Moi, l'année dernière, je le disais, moi qui est supporter parisien, je disais, un joueur comme ça à Paris, je le prends tous les jours. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Et au final, on voit que c'est un attaque. Après, Zegrova, tu vois,
j'essaie de me dire qu'est-ce qui marcherait pas. C'est plus dans l'autre sens, tu vois, pour qu'il aille à chaque fois à des paliers supérieurs. Il peut être de temps en temps un peu individualiste parce qu'il est dans une équipe comme Lille qui est un peu plus faible qu'un grand club, tu vois. Ouais. Et je me dis, si tu le compares à des profils de joueurs, tu peux le comparer à des Robben, à des Mo Salah, tu vois, des joueurs comme ça. Et tu te dis, ces joueurs-là, ils ont réussi à s'adapter à un collectif. J'espère que ce sera le cas pour lui, parce que pour moi, il est meilleur que Greenwood dont on parlait, il est meilleur que Dembélé, c'est mon avis, tu vois. Et je le trouve stratosphérique. C'est-à-dire que dans les grands matchs, je ne l'ai jamais vu passer à travers. Jamais. Contre Paris, contre Paris. Justement, il n'y a que ça à jouer en Ligue des Champions, les deux matchs, enfin en tout cas le match contre le Real, il est énorme. Hier, je l'ai trouvé énorme. Et l'année dernière, les deux matchs contre Paris, il marque dans les deux buts, dans les deux matchs. Pas dans les deux matchs, non. Au Parc, il marque. Au Parc. Là, il remarque encore cette saison. Ouais. Non, il avait marqué à Lille, mais au Parc, je crois que c'était Youssouf Yazidche qui. Enfin bref, il a pas de limite, sauf s'il s'en donne à lui-même et qu'il comprend pas que l'attente dans un grand club n'est pas la même. Ouais. Comme ça peut être le cas avec Hatem, Ben Arfa ou d'autres joueurs comme ça. Et pareil pour Chevalier, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas français. Il n'a pas été pris avec... on vous disait, voilà, on tourne jeudi, la liste est tombée un peu plus tôt dans la journée, et après un match... Alors, voilà. Sincèrement. On en a parlé il y a une demi-heure. Non, mais sincèrement. Là, alors, il y a peut-être plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, est-ce que, selon vous, il devrait être numéro 1 en équipe de France ou pas, devant Mac-Maignan du coup? Non, mais ça c'est autre chose. Okay. Ça c'est un autre débat. Mais il t'en met quelque part là, je le connais. Là, je pose cette question parce que quand on sait qu'il y a un numéro 1 indéboulonnable, est-ce que c'est pas mieux de garder un numéro 2 et un numéro 3 qui est déjà un petit peu intégré dans le groupe et qui est surtout là pour mettre un peu d'ambiance ou être le bon coéquipier? Moi je pense que ça c'est le rôle du numéro 3. Je pense que c'est le 3. Après le 2 c'est en termes de niveau. Est-ce qu'il est meilleur qu'Areola? Je ne sais pas. Chevalier aujourd'hui. Mais Areola, il est pas. Non, alors là, c'est un bon gardien. Mais Chevalier, là, il a vraiment. Mais Brice Samba est moins bon aujourd'hui, je pense, que Chevalier. Ce n'est que mon avis, supporter, Lensois et Lillois en plus. Oh là là. Mais selon vous, donc Lucas Chevalier aurait dû être sélectionné en équipe de France à la place d'Areola ou de Brice Samba? Non, après je ne dis pas à la place de lui ou de lui, mais normalement avec tout ce qu'il prouve depuis quelques temps. Donc tu veux 4 gardiens? Non, mais normalement il est dans les 3. Mike Maignan, pour moi, il est titulaire indiscutable. C'est un très très bon gardien. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe avec Donnarumma. Évidemment, boutade. On va y venir. Perdu. Non, mais il mérite avec... toi, quand tu as un gardien français qui prouve comme ça, surtout en Ligue des Champions, contre le meilleur club d'Europe. Transition parfaite. Voilà. Lucas Chevalier serait... Enfin, j'aimerais qu'il soit titulaire au PSG, par exemple. Là, mais tu sais comment ça va se passer s'il n'a pas Paris. Tu le sais, tu la connais, tu connais comment ça se passe. Je sais pas, je l'ai pas. Il va arriver en Paris. Je l'ai pas trop encore de pression. Je l'ai pas encore vu jouer. Il va faire des boulettes. Mais c'est Paris, c'est. Attends, pour toi aujourd'hui, il ferait pas de tâche? Non, c'est un peu. Non, alors, je sais ce que tu vas me poser comme question. Je te réponds avant que tu me la poses. J'ai vu Donnarumma fautif sur beaucoup de matchs en Ligue des Champions du PSG. Je n'ai pas vu encore aujourd'hui Lucas Chevalier fautif en Ligue des Champions de tout ça. Et quand bien même, il a joué le Real. Il a eu une 9 dans l'équipe, même si ça valait peut-être un 8 et ils se sont un peu chauffés. Mais il a fait un match exceptionnel contre le Real Madrid. Même si c'était un pauvre Real Madrid hier soir, c'est quand même le Real Madrid. Bah, pour moi, tant que je ne l'ai pas vu faire des erreurs qui coûtent des matchs à ce niveau-là, c'est meilleur. Ok. Tout à l'heure, tu évoquais... Gigio Donnarumma, justement. On va évoquer un petit peu cette défaite du Paris Saint-Germain. C'était une rencontre très attendue pour plusieurs raisons. Déjà, première question très simple. Selon toi, Younes, est-ce que Ousmane Dembélé aurait changé les choses, selon toi? La question de journaliste. C'est compliqué de dire ça, mais forcément, il aurait apporté un truc en plus. On sait que c'est un joueur qui est important dans le groupe, dans l'effectif. Parfois, des fois, la finition, c'est pas ça. Mais bien sûr que c'est toujours un plus d'avoir Dembélé. Après, s'il s'est passé des choses, c'est bien de se faire respecter. Pendant des années, on a dit Paris se fait pas respecter, pourquoi faut pas sévir? Et là, maintenant que... Surtout que ça sort que ce serait un retard à l'entraînement. Oui, et maintenant qu'il y a quelque chose, que Luis Enrique, il est dur, on dit pourquoi il le fait pas jouer? On est des éternels insatisfaits. Après, moi, je l'ai vu sur son premier match contre Gérone, il était totalement absent du match. Il s'est tout raté. Donc, je ne sais pas s'il aurait apporté plus, puisque pour l'instant... Je pense qu'il aura un petit truc en plus. Je sais pas. C'est ça qui est un petit peu étonnant, et on en parle souvent aussi sur cette émission avec Ousmane Dembélé, c'est que
c'est très souvent lui qui est quand même à l'initiative des principales occasions ou situations offensives du Paris Saint-Germain. Et il peut tout rater contre Gérone et puis la rencontre d'après, tout réussir. C'est ça qui est assez étonnant, inscrire un doublé. Mais est-ce que dans un grand club, tu vois un joueur comme ça? Dans un grand club, tu vois pas de joueurs comme ça? Et ce que tu recherches quand tu es le Real Madrid ou Manchester City ou le Bayern Munich, tu cherches des joueurs fiables. Ouais. Et malheureusement, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va être excellent, quand est-ce qu'il va faire une super passe décisive, quand est-ce qu'il va marquer un superbe but. Et c'est ça le problème de Dembélé. Et moi, malheureusement, j'ai abandonné il y a longtemps parce que j'adore ce joueur, mais comme je supporte le PSG, je l'adore, mais pas dans mon club parce que c'est trop dur, quoi, tu vois. Ouais, mais maintenant qu'il est là, tu es obligé de... Non, t'es pas obligé, t'es obligé de... Non, mais moi, je te parle de moi, moi, je suis obligé, on est obligé de se dire qu'il y aura cette étincelle, qu'il y aura ces buts, qu'il y aura... Sinon, moi, je regarde plus, tu vois. Non, t'as envie d'espérer. C'est la star de l'équipe aujourd'hui, Ousmane Dembélé, ou pas? Comment? C'est la star de l'équipe aujourd'hui, Ousmane Dembélé? Non. C'est qui la star de l'équipe? C'est qui? Après, vous allez me dire, je suis encore... Hakimi? C'est Hakimi, là. Non, excuse-moi. Le meilleur de l'équipe, peut-être, mais la star de l'équipe, c'est Barcola. Tu vas au parc, je peux te dire que Barcola... Ah, bah franchement, je crois qu'on n'est pas... Je crois que tu étais dans une autre partie du parc. Non, sincèrement, Hakimi... Non, mais et même, le match contre Arsenal, pour moi, c'est un des meilleurs Parisiens, voire le meilleur. C'est le seul... Merci, on est d'accord. C'est le seul leader de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est vraiment bon. C'est vraiment un bon joueur. Hein. Alors que l'année dernière, même il y a 2 ans, c'était moins bien. Après, ça allait. Mais là, depuis le début de saison, il est régulier. Il est là tous les matchs. C'est simple. Hein. Tu fais la liste des potentiels leaders de l'équipe. Il y a Donnarumma, il passe à côté. Il y a Marquinhos. Je suis désolé, mais j'arrêterai de parler de Marquinhos. Donc j'arrête de parler de Marquinhos. Vitinha, j'attends immensément plus de Vitinha que ce que j'ai vu et que ce que je vois depuis le début de la saison. Il revient de blessure, non ? Il a été... Moi, j'ai trouvé extraordinaire jusqu'à ce qu'il se blesse, en fait. Et là, depuis qu'il revient, est-ce qu'il revient trop tôt? Est-ce que c'est toujours un peu particulier? Peut-être, mais en tout cas, tu as un gros match à jouer. C'est notre leader, techniquement, déjà. Donc je m'attends à avoir quelque chose, à avoir beaucoup plus que ça. Je suis désolé, j'ai encore vu Joao Neves, le meilleur milieu de terrain. Il touche la barre, il fait des passes, il est partout. Il propose, il donne, il propose, il donne. Il est tout le temps en activité. Vitinha, je l'ai trouvé emprunté. Non, mais il est pas 100%. Je suis convaincu qu'il n'est pas 100%. Parce que le début de saison qu'il fait, il n'est pas. Ouais, non, mais il est d'accord, très bon. Après, il s'est blessé. Et ok, mais bon. T'es très dur, Jonathan. Je suis dur parce que, en fait, je fais une erreur en étant dur parce que c'est des joueurs qui sont, au final, pas accomplis. Un Vitinha, il n'est pas encore accompli à 100%. Barcola, c'est pareil, c'est pas un joueur accompli, tu vois. Et en revanche, un mec comme Donnarumma, c'est censé être un joueur accompli. Donc il n'a pas le droit de passer à côté. Un mec comme Marquinhos, il est vice-capitaine, maintenant. Voilà, un mec comme Marquinhos, il n'a pas le droit d'être aussi peu écouté par ses partenaires ou ses capitaines. Tu dois emmener beaucoup plus ton équipe que ça. Et sur le deuxième but, pour moi, il est fautif parce qu'il doit être devant les deux ils sont joueurs. Plusieurs. J'ai plus en tête mais il y a deux joueurs parisiens. Je me demande, c'est pas Bradley Barcola d'ailleurs aussi. Ouais, mais d'accord, mais lui, c'est quand même son rôle. Il est défenseur central, il doit s'imposer, il doit dégager, il doit être devant le joueur d'Arsenal. C'est ce que tu apprends en poussin. Enfin, tu vois, genre, je suis désolé, mais. Mais Donnarumma, parce que c'est ça le. Oui, Donnarumma, vas-y. Donnarumma, c'est. Comment tu peux faire Tu fais 3m48, c'est compliqué, ça devient très compliqué. Pourtant, c'est un bon gardien. Mais je sais pas s'il y a un. Je sais pas si c'est un bon gardien. Non, mais il est très fort sur sa ligne. Non, mais excuse-moi, mais ça suffit pas. Oui, mais il a prouvé que à certains moments que c'était un bon gardien. On parle pas d'une pipe là, on parle de. Oui, mais tu vois, là, je suis là où je te rejoins, c'est que ça va faire pas mal de matchs, surtout en Ligue des Champions, où ça commence à être compliqué. C'est souvent les mêmes buts. Là, on parle t'as besoin d'un grand gardien pour être bon en Ligue des Champions. En fait, là, les deux actions, excuse-moi. Il est excellent, normalement, il est excellent sur sa ligne. Mais, en termes de lecture de jeu, de sortie aérienne et de jeu au pied, c'est très très faible. Il fait quoi la semaine ? Non, mais dis-moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, ça suffit plus d'être bon sur sa ligne. Oui, non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que quand tu as ciblé un petit peu, pas les défauts, mais les points faibles de tes joueurs, j'ai du mal à croire que les entraîneurs de garder un but, sachant qu'ils sont nombreux au Paris Saint-Germain, comment ils font pour ne pas les faire. Il a quand même progressé. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'où on vient. Oui, mais c'est pas avec son jeu au pied que le Paris Saint-Germain prend des buts.
Bien sûr. Mais bon, la lecture de jeu, ça prend pas, malheureusement. Alors, pour revenir un petit peu plus globalement sur le Paris Saint-Germain, est-ce que selon vous, le PSG a-t-il fait le match qu'il fallait ? Ce que j'entends, c'est est-ce que pour vous, le PSG a fait un bon match, mais a manqué peut-être un petit peu de chance ? Ils ont touché 2 fois les poteaux. Il y a peut-être aussi ce facteur arbitrage sur certaines fautes. Il y a, on parle aussi du penalty qui aurait pu être sifflé, qui n'a pas été sifflé. Donc, est-ce que le PSG a-t-il fait le match qu'il fallait selon vous, Jo ? Moi, je pense que on ne se rend pas compte d'un truc très important, c'est que le PSG s'est auto-déclassé dans la hiérarchie européenne. C'est-à-dire qu'on avait une équipe il y a 3-5 ans qui était top 5 européen, où on était très très fort, mais vraiment très très fort. L'année où Paris fait finale de Ligue des Champions, Neymar porte l'équipe, ils sont stratosphériques, il y a une vraie équipe. Encore avant, avec Ibra, Thiago Silva, Thiago Motta, c'était une équipe très très forte. L'année dernière, ils font partie du top 4 européen. L'année dernière, ils ont un excellent tirage. Ils jouent un Barça qui est fatigué, qui se saborde lui-même, alors ils se sont fait un peu balader au match aller au parc. En demi, tu joues quand même une équipe qui est soi-disant abordable. On ne va pas revenir là-dessus. J'étais pas étonné que ça sorte. Voilà, maintenant, en termes de niveau, tu es à des années-lumière de ce qui peut se passer, de manière générale, je parle, à City, au Real, au Bayern. Je nous trouve moins bons que l'Inter. Je nous trouve moins bons que Liverpool. Liverpool est monstrueux en ce moment. Je nous trouve moins bons que Arsenal. La Juve, peut-être. Le Barça, aujourd'hui, qui a beaucoup progressé. Donc, tu vois, si tu rajoutes... Enfin, ça fait 8-9 équipes, tu vois, déjà. Hein. Sans parler de Leverkusen, qui, dans un grand jour, peut te massacrer. Aujourd'hui, perdre à Arsenal, c'est normal. À l'Emirates. C'était au-dessus. Mais même, en termes de général... Oui, c'était au-dessus. C'était pas... Younes, t'es d'accord avec Jo ? Tu trouves que le PSG s'est déclassé petit à petit sur le plan européen ? L'année dernière, du moins là, il y a quelques années, même encore l'année dernière, il y a 2 ans, tu avais des joueurs qui pouvaient tout changer à eux tout seuls. Que ce soit Neymar, même des Mbappé, Verratti, Di Maria. Di Maria, exactement. Qui fait un gros match avec Benfica hier. Di Maria, tu vois, Di Maria, Di Maria, il y a plus de gros stars maintenant. C'est plus un collectif, mais t'es obligé d'avoir des. Mais même techniquement, il n'y a plus de gros joueurs techniquement. Alors peut-être que Joao Neves en deviendra un, mais parce qu'Arsenal, sur le papier, il n'y a pas de très gros joueurs. Il y a des très bons joueurs. Il y a des très gros leaders. Il y a Gabriel, c'est un leader derrière. Saliba, très très bon. Comment il s'appelle au milieu ? Declan Rice, c'est un putain de leader. Declan Rice, pas mal. Saka, c'est un leader. Havertz, c'est un leader. Enfin, c'est des mecs qui sont à un niveau bien plus... Tout à l'heure, je parlais d'accomplissement. Ils sont bien plus accomplis dans leur carrière que les joueurs du PSG. Et puis, t'es quand même, à l'extérieur, dans une intensité que Paris a du mal à supporter à l'extérieur depuis des années et des années. On a très peu de bons résultats en Angleterre. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné là-bas. Franchement, c'est pas surprenant. En tout cas, sur la scène de match aller en 2-0. Le but de Mbappé, de Kipembe. Il y a quoi, 3 ans Non, ça un peu plus. Ça remonte. C'était l'époque où il y a Gigi Buffon dans les buts. C'est à l'époque où... Ah oui, le match aller, là. Ouais. 2-0 à Old Trafford et 3 en retour. Ah oui, Kipembe. Tout à l'heure, tu évoquais tes déceptions envers Vitinha. Est-ce que, justement, sur le papier, sur son 11 de départ, Luis Enrique aurait dû faire autre chose? Je pense surtout sur le banc, il y avait des Fabian Ruiz. Il y a beaucoup de supporters qui le réclament au vu de son dernier Euro et de ses dernières prestations avec le Paris Saint-Germain. Je pense aussi à Randal Kolo Muani, qui, avec les blessures de Marco Asensio, de Gonzalo Ramos, peut-être qu'il a une place qui pourrait se libérer pour lui. Il est encore sur le banc. Est-ce que, pour toi, Luis Enrique aurait pu ou dû aligner un autre 11? Le problème, c'est que j'allais dire faut jouer avec un attaquant, mais quand tu vois même le niveau de Kolo Muani, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression que c'est plus mental qu'autre chose. Hein. Pourtant, il a fait une bonne rentrée contre Gérone, non ? Ouais, mais je sais pas. Dans le pressing défensif. Je sais pas ce qui se passe dans ça. Je sais pas. Alors que quand il est en équipe de France, on dirait il est libéré, on dirait il est heureux. Là, avec Paris, je sais pas ce qui se passe. Je crois que le poids du transfert, il est beaucoup trop lourd pour lui. Hein. Il l'avait dit en plus dans une interview. Ouais, je pense même le niveau tout court c'est un peu difficile. Je pense qu'il a malheureusement il est un peu juste en dessous du palier qui
qui doit. Est-ce qu'il peut le franchir? Elle est là la vraie question. Pourquoi pas? Ah, on ne sait pas. Parce moi, sincèrement, tu parles avec des supporters parisiens, il y a beaucoup de gens qui vont dire il est nul, il n'a pas le niveau. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il réussisse. Oui, parce que c'est quelqu'un qui se donne. Et puis, voilà, on a envie de. On le voit, c'est quelqu'un qui aime le club, qui aime le foot. On serait tellement content de le voir. Tu vois, il parle pas. Bon, tu sens qu'il est dégoûté de pas. Voilà, tu vois. Donc, j'espère vraiment que ça va. Mais en revanche, Fabien Ruiz, pour moi, doit débuter le match, ne serait-ce que pour l'influx physique. Je trouve que Paris, ils ont vraiment pêché physiquement dans l'impact et dans le truc. Le mec, il fait quand même 1,93, je crois, ou 14. Il est très puissant. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque à Paris. Mais bien sûr. On a des bons joueurs techniquement au milieu de terrain, Vitinha, Neves, même Emery. Mais on n'a pas ce milieu de terrain vraiment costaud. Il manque quelque chose. Dans le duel, tu es obligé d'avoir des mecs comme ça en Ligue des Champions. Tu es obligé, au moins en avoir un. Tu es obligé. Regarde, à l'époque, avec le Real, par exemple, tu avais Modric, techniquement très fort, mais à côté, tu avais Kroos et Casemiro. Donc, tu vois, l'impact physique, il est là. Et Arsenal, du coup, qui remplit ce rôle? C'est Declan Rice? Declan Rice. Partey, quand même. Tu vois. Oui, Thomas Partey, il envoie. Ouais. La défense de derrière, les 4, ça envoie physiquement, quand même, tu vois. Paris, Marquinhos, je suis désolé, c'est un peu en déficit physique, alors qu'il devrait être... je sais pas, monstrueux. Pacho, en revanche, il faut le dire, il fait un bon match, Pacho. Non, physiquement, il bouge pas. Après, la relance, c'est pas la folie, mais c'est exactement ce dont on avait besoin. Mais les deux buts, Marquinhos et Pacho, ils ont rien à se reprocher sur les deux buts, non? Le deuxième, moi, je pense que Marquinhos, c'est un peu faute. Faudrait revoir le deuxième but. Ah, franchement... Mais moins que Donnarumma. Bref, tu vois. Voilà. Après, en termes de compo, tu veux mettre qui? Ruiz, ok, Fabien Ruiz. Pour moi, sur le banc, il y avait potentiellement Fabien Ruiz et Kolo Muani, parce que Asensio, il revenait de blessure, c'était peut-être un peu juste. Après, il y avait des jeunes, il y avait des Elana. C'est peut-être un peu trop tôt pour lui, je pense. Moi, je pense que c'est un mec que tu fais rentrer en fin de match, seconde mi-temps. Peut-être que Kolo Muani, tu le mets... Kolo Muani, tu le mets dans l'axe. Son premier match de Ligue des Champions, Désiré Doué. Je suis obligé de vous poser la question, même si je vous vois déjà un petit peu sourciller. Est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter de cette défaite du Paris Saint-Germain? On rappelle que jusqu'à présent... On y vient, on va y venir. Jusqu'à présent, le PSG n'avait jamais connu la défaite. Ils avaient fait un match nul et que 10 victoires, toutes compétitions confondues. Là, c'est la première défaite de la saison pour Luis Enrique et ses hommes. Est-ce qu'elle est inquiétante, selon vous, cette défaite ou pas? Est-ce qu'elle vaut plus qu'une défaite? Pour moi, elle est juste logique. Logique, il n'y a pas d'inquiétante. Okay. Après, si des gens pensent que le PSG peut gagner avec des champions, il faut qu'ils se réveillent parce que cette saison, Paris, ce que je disais tout à l'heure, c'est déclassé en termes de hiérarchie européenne. Donc, tu peux pas. Donc, attends, si je t'écoute, tu as évoqué 9 clubs au-dessus du Paris Saint-Germain. Actuellement, oui, actuellement. Qui évoluent tous en Ligue des Champions, donc ils ne vont pas faire partie du top 8. Non, pas du tout. C'est pas ce que je te dis. Tu as un tirage au sort. Rien n'est joué avant de savoir le tirage au sort. L'année dernière, on a eu un tirage au sort très favorable, ce qui est rarement... Je te parle là dans la phase de Ligue. Là. Tous les ans, on a des Real, des Barcelone, des Chelsea, des Bayern, des City. Là, je te dis pour figurer dans les 8 premiers dans cette phase de Ligue. Je te parle pas pour gagner la Ligue des Champions. Tu peux très bien gagner à domicile contre l'Atlético qui en a pris 4 contre Benfica. Ce serait logique, parce que l'Atlético est pas en réussite en ce moment. Après, c'est quoi les autres matchs? Il y a City, il y a le Bayern, il y a Stuttgart. Si à domicile, tu peux chercher un nul. Stuttgart, non, franchement, tu peux chercher 12-13 points et être 7-8 ou être tête de série. C'est pas impossible. Parce qu'il faut quand même voir, et on en parlera, je pense, après dans l'émission, parce que j'ai vu le conducteur. Toutes les équipes, il y aura pas d'équipes qui auront un carton plein, ça n'existe pas. Là, il y a trop de matchs. Brest. Il y a trop de matchs. Non, mais il y a trop de matchs pour tenir. Donc, il y a des équipes qui vont faire des choix. On en parlera plus tard. Okay. Restez connectés. Triplé de Jorge au Real, t'imagines? Non, au Barça. Ça serait exceptionnel. Et oui, 3. J'imagine déjà les titres. Non, tout à l'heure aussi, c'est pour ça que Jo évoquait ça. Un mot sur Luis Enrique. Alors, bien sûr, là, moi, je suis dans un foot fiction et puis j'essaye un petit peu de me projeter. Avec tout ce qui s'est passé, la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé, qu'elle soit justifiée ou pas, mais la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé, ce que ça a engendré en conf des presses, la défaite face à Arsenal, son attitude ou ce qui s'est passé avec la journaliste de Canal+, Margot Dumont, et ensuite... Et qu'on soutient. Évidemment. Faut le dire. Et
les matchs qui vont s'enchaîner. Il y a un match important déjà ce week-end contre Nice. Et puis surtout, moi, je réfléchis déjà dans 20 jours. Il y aura match de Ligue des Champions à domicile contre le PSV et le Classico à l'Orange Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Admettons que ça ne se passe pas comme Luis Enrique et le Paris Saint-Germain le souhaitent, avec une défaite par-ci par-là ou un point contre le PSV, alors que voilà, tout le monde imaginait une victoire et donc une défaite ou un mauvais résultat, une mauvaise prestation-performance contre l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique peut craquer? C'est-à-dire peut se faire virer ou démissionner? Ou démissionner. Non. Quelle est ta question, s'il te plaît? Je vais te demander de préciser. Est-ce qu'il peut craquer? Est-ce qu'il peut un peu péter les plombs? Est-ce qu'il peut quitter le navire? Non. Je pense qu'il a eu tellement de choses plus graves dans la vie qu'il ne craquera pas pour ce genre de choses. Hein. Après, bon, on sait, il n'aime pas les journalistes, c'est pas sa tasse de thé. Même ce qui s'est passé avec la journaliste, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais après, je me mets à sa place. Tu perds 2-0, tu viens de perdre 2-0, on te pose des questions où tu n'as pas envie de répondre. Il était un peu énervé. Je pense que c'était pas par rapport à la journaliste. Non. Mais après, il a toujours été comme ça, lui. C'est pas son délire, les journalistes. Oui, mais bon, attends, c'est quand même... Je suis désolé. Oui, mais... Oui. Preuve, pour moi, je vais te dire un truc, c'est... Ça, alors, Luis Enrique est quelqu'un d'intelligent. Mais son attitude, sa réponse à la question de Margot Dumont, c'est très con. Oui, il n'aurait pas dû faire ça. Et j'utilise bien, je fais très attention aux mots que j'utilise. Ce qu'il a fait, c'est très con. Lui n'est pas con. Ce qu'il a fait, c'est très con. Parce que je suis d'accord que la seule personne à qui il doit des comptes, c'est son patron. Donc il ne doit pas des comptes aux journalistes ou aux spectateurs ou aux supporters ou à qui que ce soit. En revanche, s'il croit que le métier d'entraîneur en 2024, la partie média ne fait pas partie de son travail, il se trompe totalement. Et pour moi, c'est une incompétence. C'est vraiment... Ça fait partie de son job, en fait. Oui, s'il ne veut pas répondre aux journalistes, il va à Montluçon entraîner, tu vois, en 11e division, où tu veux. Ah, mais là, la Nouvelle République. Non, mais bah oui, ça fait partie du job, en fait. Oui, mais après, tu ne peux pas lui en vouloir. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est une compétence. Mais non, mais tu ne peux pas lui en vouloir que le mec, il n'aime pas les journalistes. Mais il sait qu'il est obligé de le faire. La preuve, il est venu en fin de match. Ouais, mais excuse-moi. Bon, j'ai pas été joueur professionnel, mais je me mets à la place de joueur professionnel ou entraîneur. Tu sors d'un match pourri où tu as perdu, on arrive, on te pose 2-3 questions. Je suis pas en train de faire l'avocat d'Enrique. Je comprends que des fois ça peut t'énerver, mais c'est surtout que après les questions, on n'est pas d'accord là-dessus, Alexis, mais je trouve que les questions elles sont pas magiques. La première question, c'est Dembélé, direct. Deuxième question, c'est je sais plus, les consultants sur votre composition, enfin votre tactique est très rigide. Là, elle n'a fait que répéter, elle fait office de messagère de ce que se disait en plateau et des consultants. Il y avait Samir Nasri. Oui, mais tu sais que ça va le piquer. Tu sais que ça va le piquer. Tu lui parles de Dembélé dès le début du match, tu sais que les gens ne parlent que de ça, alors que tu viens de perdre 2-0. Après, quel est le rôle d'un journaliste? Aujourd'hui, le journaliste, c'est un relais entre les amateurs de foot, les supporters des clubs et les clubs. Je pense, pour connaître un petit peu Margot Dumont, elle n'a pas cherché à faire le buzz, elle a posé les questions que beaucoup de personnes se posaient. Est-ce que Dembélé aurait changé les choses? Elle n'a pas dit pourquoi et tout, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils répondent? Non mais tu vois, il ne peut pas répondre. Oui, et après, la troisième question, c'est pouvez-vous nous expliquer votre tactique? Il y avait quand même un ton, et ça fait plusieurs fois que ça arrive. Avec d'autres journalistes. Avec d'autres journalistes, c'est tombé sur elle malheureusement, tu vois, mais il y a quand même un ton où les gens disent ouvertement, on ne comprend rien à ce que vous faites. Mais je suis désolé. Moi, à mon petit niveau, ce que je vois, c'est le Barça de Guardiola, puis de Enrique, puis de Xavi. C'est-à-dire que quand tu as un latéral qui monte, à l'époque c'était Abidal qui se remettait dans l'axe, et j'entends des gens qui me disent je comprends pas pourquoi Nuno Mendes est troisième défenseur central en phase offensive dans certaines positions. Parce que ça a toujours été comme ça. Tu as un latéral très offensif qui est Hakimi, du coup ça compense comme ça. Et c'est une désarticulation de l'équipe. Les trois milieux se désarticulent en fonction de qui prend l'espace. Enfin, c'est pas des choses qui sont non plus lunaires, quoi, tu vois. Mais si elle ne l'a pas compris, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de poser la question. Non, je te dis pas ça. Je te dis juste que si je suis coach et que quelqu'un me demande de m'expliquer la tactique, j'ai jamais entendu quelqu'un expliquer une tactique. J'ai déjà entendu quelqu'un expliquer des principes par rapport à un adversaire. Après, quand tu écoutes la question de Margot Dumont, tu comprends qu'elle parlait de la tactique de ce match-là. Ok.
Je suis d'accord, mais lui, il n'est pas dans un état d'esprit où il entend quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que ce qu'il a fait, c'est très con, mais la question était un peu trop orientée dans un sens négatif, les trois, tu vois. Donc, lui, quand tu sais qu'il n'aime pas, bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage pour tout le monde, quoi. Après, on ne dirait pas de fumée sans feu. Hein. Enrique, j'ai l'impression qu'il fait tout pour se mettre à dos certains journalistes, tu vois. Il a pas, t'as l'impression qu'il n'a pas envie de répondre aux questions, il n'aime pas ça. Non, donc, il a c'est déjà pour ça que maintenant, tu t'écoutes les médias, Enrique, il est comme ça, il faut le prendre comme ça. Voilà, mais encore une fois, incompétence, pour moi, c'est une incompétence, parce que ça fait partie de son job. Tu dois être bon là-dedans, même si tu les aimes pas. C'est une incompétence. Parce que ça fait partie du boulot. Panel mais il le fait. De compétences. Non, il le fait pas. Bah si, il le fait, mais à sa manière. La dernière, il a pas répondu. Il s'est pris la tête avec Alexandre Ruiz, il lui a trop mal parlé. Il a regardé Julie, genre c'est qui ce. Oui, mais est-ce que t'as entendu la question avant, la question de Ruiz? Mais Margot Dumont, elle est choquée. Le Canal, ils sont choqués. Les supporters, ils sont choqués. La preuve, pourquoi s'excuser, Margot? Non, elle a dit qu'elle lui en voulait pas. Oui, parce qu'elle a dit que c'est comme par rapport au bad buzz et tout, par rapport au Paris Saint-Germain. Non, moi, je pense que c'est un quiproquo. Je pense qu'il était mal luné, il était dégoûté d'avoir perdu ce match-là. Je pense pas que c'est contre Margot ou qui que ce soit. Non, c'est contre les journalistes. Et voilà, mais c'est idiot. Mais regarde ce qu'il a dit. Il a dit, on pourrait m'enlever quoi, 25-30% de mon salaire 50% même, je crois. 50%. Si on me dit de plus parler avec les journalistes. Bah oui, mais c'est un manque de respect pour quand même des gens qui sont toute la journée en train de parler de ton club. Enfin, je suis désolé, moi je suis son patron. Je lui dis, écoute, t'es bien gentil, tu la fermes et tu réponds aux questions des journalistes. Oui, mais sincèrement, la seule personne à qui il doit des comptes, c'est Nasser El Khelaifi. Nasser, il fait quoi là? Tu crois que c'est bien pour l'image du PSG ce qui s'est passé? C'est la honte. Non, mais c'est pas, ça va. Bah si, c'est la honte. Oui, mais c'est la honte. Mais de dire vous comprendrez pas. Je pense pas qu'on en fait un peu trop. Moi, je pense qu'il était mal luné. Moi, je t'ai dit, c'est. Toi, Alexis, t'es journaliste. En tout cas, toi qui es journaliste. Ouais. Comment tu le prends si un entraîneur te répond comme ça? Ça fait partie du métier. Je le prendrais un petit peu mal maintenant. C'est vrai que c'est un manque de respect. Oui, bien sûr, ça. Bah oui, ça. Pour connaître un peu. On va pas en faire un drame national. Ça fait partie du métier. Tu es d'accord que quand tu es journaliste, genre de réaction, tu peux l'avoir. Oui, ça arrivait plein de fois. Et moi, ça m'est déjà arrivé avec des entraîneurs un petit peu moins médiatiques et connus. Honnêtement, j'ai plus les noms en tête, mais c'est pour ça que. Bienvenue sur Langue de Bois. Non, mais pour connaître un petit peu la situation et l'avoir un peu vécu. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je suis en interview avec un joueur ou un entraîneur qui vient de subir une défaite, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5-0, je remercie toujours parce que je sais que c'est un exercice qui est de 1, pas facile. Il ne faut pas oublier, tu disais, ils viennent de faire 90, 95 minutes, parfois plus, à courir, à se craquer et tout. Et ben, tout ce que tu as fait, ça n'a rien fait parce qu'au final, tu as perdu. Tu perds beaucoup en influx, c'est dur de réfléchir, tu es filmé. Et puis surtout, parfois, tu n'as pas envie, tu n'as qu'une envie, c'est prendre ta douche et rentrer chez toi. Donc voilà, ce qui est dommage, tu disais, ça donne peut-être une mauvaise image de Luis Enrique qui a l'air d'être un super mec pour l'avoir côtoyé quelques fois, toujours souriant, toujours avenant, toujours passionné, il kiffe le foot, il kiffe le sport d'une manière générale. Et la preuve, pendant l'Euro, quand il était avec l'Espagne, il avait sa chaîne Twitch et il le faisait de bon cœur, il échangeait avec tous les internautes et tout, il expliquait tout. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une preuve, une nouvelle fois, d'une globale non-gérance du club par Nasser El Khelaifi. Tu vois, je trouve que malheureusement, c'est encore un exemple d'un truc qui est mal cadré, quoi. Comme le recrutement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Campos. Il y a beaucoup de déchets dans le recrutement. Il y a des trucs à régler qui ne sont jamais réglés. Le départ, on parlait aussi dans les dernières émissions du départ de Michel Montana qui a mal été géré. Il y a plein de trucs qui sont Pourquoi ça a été mal géré? Parce que jusqu'au dernier moment, ils ne savaient pas s'ils allaient faire un hommage pour le speaker du parc. Ils l'ont fait au dernier moment, mais vraiment comme ça. Quand on a demandé à Nasser, il a dit I don't give a fuck, c'est pas mon problème. Enfin, tu vois, je m'en fous. Le nouveau speaker, il arrive 10 jours avant le début du championnat, il n'y a pas de speaker. Et ils nous disent peut-être qu'on va faire plusieurs speakers qui vont. Mais il n'y a rien qui est géré dans ce club. Rien. Et dans tous les domaines. La com, le marketing. Le responsable des revenus du PSG, qui est quand même un des secteurs les plus performants du club, le club fait plus de 500 millions de revenus, ce qui est énormissime. Non. Il est parti. Parce que c'est le bordel. Parce que rien n'est géré. Donc à un moment donné, je suis désolé. Quand tu vois l'équipe qu'il y avait il y a 7 ans, 10 ans, 5 ans, et l'équipe qu'il y a aujourd'hui, tu as le droit de te dire que c'est mal géré, ce club. Non, bien sûr. Le Mbappé, ça a mal été géré l'année dernière. Mais le problème... C'est tout le temps un truc mal géré dans ce club. Le problème, je t'ai dit, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que Nasser doit dire à comment s'appelle
à Enrique ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il a une totale liberté. Il faut qu'il ça reste comme ça. Mais parce que pendant des années, on a eu ce problème. Limite, on avait l'impression que c'était Nasser qui faisait le taf. C'est Nasser qui faisait le recrutement. C'est Nasser qui disait limite qu'il fallait mettre sur le. C'est Leonardo qui faisait tout. Oui, mais tu vois, et l'entraîneur, limite, il n'avait pas son mot à dire. Là, maintenant, Enrique, ça se passe pas comme ça. Enrique, c'est comme Guardiola. C'est des entraîneurs, tu leur dis pas ce qu'ils ont à faire. C'est comme ça. Moi, je pense que répondre correctement et de façon tu vois Nasser prendre son téléphone. Ouais, tout ce comment t'as parlé. Mais moi, je suis Nasser, je t'appelle, je lui dis mais tu te fous de ma gueule. Alors toute l'année, il se fait tuer par les médias français. Mais ça fait partie. Oui, mais bon, tu crois vraiment qu'il va défendre les médias, Nasser? Ça fait partie du taf. Oui, je sais, mais moi, je pense pas. Ouais, comme quoi, ça fait un petit peu réagir. Voilà. Après, voilà. Ah non, mais là, on est dans le débat. Là, on est vraiment. Là, c'est. Moi, je trouve que c'est la honte. Ça donne une mauvaise image du club. C'est pour ça. L'erreur est humaine, Jonathan. Voilà, on va se quitter sur cette jolie pensée. Enfin, on va clore le débat Paris Saint-Germain et Luis Enrique sur cette jolie pensée et cette jolie formule de Younes Depardieu. Tout à l'heure, on parlait d'inquiétude. Moi, je voudrais qu'on évoque le Real Madrid. Pourquoi? Donc, oui, ok, c'est une simple défaite en Ligue des Champions lors de la deuxième journée de Ligue des Champions du Real Madrid face à une magnifique équipe du LOSC, mais on avait brièvement évoqué, je ne sais plus si tu étais là Younes, mais avec Jo, après la victoire du Real contre Stuttgart, une victoire 3-1, mais dans une rencontre où l'homme du match était Thibaut Courtois. Le Real avait été dominé de la tête et des épaules par cette équipe allemande. Et moi, je m'étais demandé si il ne fallait pas commencer à s'inquiéter, car aujourd'hui, le Real Madrid gagne des matchs, ou même non, a du mal à en gagner, puisqu'ils ont déjà 3 nuls en championnat, mais surtout dans le jeu ne propose pas grand-chose. Ils ont un petit peu montré leurs limites face à Lille en Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut un petit peu s'inquiéter pour cette saison? Est-ce que tout simplement, le Real peut faire une saison blanche, selon toi, Younes? C'est-à-dire pas de trophée. Saison blanche pour la Maison Blanche, tu veux dire? Saison blanche pour la Maison Blanche. Des jeux de mots. Que ce soit donc pas de coupe, pas de Ligue des Champions, pas de championnat. Ils ont déjà 3 points de retard sur le Barça. Ça reste le Real Madrid. C'est trop tôt pour le dire, mais. Ça t'inquiète pas de les voir à ce niveau-là? Franchement, non, pas spécialement. Non, vraiment pas spécialement. Parce que moi, je pense qu'ils vont être dans le dernier carré de la Ligue des Champions, je pense. Et un championnat, ça va se batailler jusqu'à la fin avec Barcelone. Hein. Donc, non, je m'inquiète pas plus que ça. Après, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'être inquiet parce qu'ils vont potentiellement pas gagner la Ligue des Champions alors qu'ils en ont gagné 15, dont 100 en 10 ans, tu vois. Oui, mais quand on est... 108. Non, mais tu vois, c'est pas trop inquiétant. Ce qui est inquiétant, et c'est là où je t'empêche de parler, c'est que dans le contenu, c'est inquiétant. Parce que elle est loin à l'époque de Casemiro, Kroos, Modric, quoi. Là, en termes de création de jeu... Ah, mais c'est dur de passer dur, oui, c'est dur quand t'as Chouameni, Kamavinga... Mais c'est dur, c'est dur de passer de Casemiro, Kroos, Modric... C'est dur de trouver des joueurs, part Rodri, tu prendrais qui? En créateur, je sais pas, il y en a plein. Oui, mais des Barella, des mecs comme ça, il y en a plein. Oui, mais faut mettre l'argent, c'est pas aussi facile que ça. Ils ont de l'argent quand même. Ah oui, mais tu t'as... Moi, mais surtout, imaginez, à notre échelle, on parlait du Paris Saint-Germain, on va prendre l'exemple le plus récent qu'on a évoqué sur ce plateau-ci, le PSG fait une saison blanche. Pas de Coupe de Ligue, pas de Coupe de France, pas de Trophée des Champions, pas de Ligue des Champions, pas de Ligue 1. Ça ferait quand même grand bruit que le Paris Saint-Germain ne gagne pas ça. Imaginez le Real Madrid avec tout le passé, et donc la légende qui est ce club, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du Roi, pas de championnat. Ça ne serait pas quand même très gros pour ce club-là? Avec une phrase de notre ami, nouveau retraité de l'équipe de France, nouveau retraité tout court, Varane. Je crois que c'est dans une interview, il gagne la Ligue des Champions, je ne sais plus c'était en quelle année, en 2016-2017. Et la première chose qu'ils l'ont dit, les supporters, maintenant, on veut la prochaine. Genre, en gros, ils fêtent même pas, limite, ils ont fini de fêter leur titre. Le lendemain, c'est bon, on l'a gagné, maintenant on veut la prochaine. C'est un public tellement exigeant, c'est des supporters tellement exigeants que le club, il est comme ça, c'est le plus grand club de l'histoire. Donc, c'est... Après, je m'inquiète pas trop parce que moi aussi, Ancelotti est quand même très pragmatique. Et quand tu n'as plus Kroos et Modric, parce que Modric, c'est quand même... il était sur le banc, là. C'est quand même un peu compliqué physiquement. Il ne peut pas faire démarrer les matchs, quoi, quasiment. Tu te dis, bon, il a Valverde qui est le seul qui peut faire un peu de jeu. C'est beau. Ouais, mais c'est pas un mec qui va te créer un truc comme... Il n'a pas la qualité de passe techniquement. C'est un autre registre, oui, c'est un autre registre. Il manque, en fait, à la place de Kamavinga hier soir, il manque un vrai créateur. Parce que tu as Chouameni qui est un vrai 6.
Et après, Valverde et Camavinga, c'est le même profil d'harceleur vers l'avant. C'est pas des mecs tu vas pas t'extasier devant une technicité pure, quoi. Un Isco, des mecs comme tu adores, tu vois, ou des Barella, ou des mecs comme ça. Aujourd'hui, ils ont pas ça. Donc, ils vont être pragmatiques et se dire, voilà, on va jouer bas, peut-être plus en attaque rapide, comme l'a fait Liverpool pendant très longtemps. Et voilà, ils vont subir, ils savent subir, ils sont calmes, ils ont toujours fait ça. On est d'accord que Toni Kroos, là, il a encore sa place, là. Bah, bien sûr, mais c'est malheureusement c'est un problème. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il serait titulaire. Honnêtement, là, cette équipe du Real Madrid, elle vous fait rêver à l'instant T, là? Pas autant que ça, non. Il y a le Classico, la veille du Classico Marseille-Paris, il y a Real-Barça. J'arrive pas à savoir. C'est pas Il n'y a pas vraiment beaucoup d'équipes qui font rêver depuis des années. Enfin, là, à l'heure actuelle. À part Paris, il n'y a pas... Non, mais tu vois, genre... le Bayern, je suis désolé, Kane m'a jamais transcendé, m'a jamais donné beaucoup d'émotions. Alors, tu as des mecs comme Lisée qui arrivent, c'est très bien, mais Musiala, typiquement, Musiala, c'est ce qui manque au Real, par exemple, tu vois. Un Wirtz, c'est vrai que je sais que toi, tu aimes beaucoup Florian. J'aime beaucoup, mais le problème, c'est que c'est un peu trop haut. Mais oui, c'est ce genre de joueur qui manque. À Barcelone, ils se sont renforcés, et je trouve qu'ils ont une équipe qui est très intéressante, Barcelone. Quand tu as Olmo, Yamal, Lewandowski et un mec à gauche, c'est très intéressant. Parce que c'est hyper complémentaire. Là, quand j'ai vu la compo hier à Lille, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va être dégueulasse. Ouais. Et ça a été dégueulasse. Le football, il a changé, me dirait l'autre. Ouais, donc le Real, potentiellement, pourrait... je l'ai beaucoup bossé. Je te rassure, tous les rageux de Kylian Mbappé, parce qu'il y en a énormément, et il faut arrêter avec ça. La plupart des supporters parisiens... Ouais, mais même la plupart des Français, tout court, ils ont les nerfs sur Mbappé. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Hein. Bah, tu te poses pas... Non, mais est-ce que... faut se poser la question. Tu la poses? L'argent? Non, mais c'est un tout. Les gens, ils ont pas le... Par exemple, l'amour qu'ils avaient pour Zidane, j'ai l'impression qu'ils l'auront jamais pour Mbappé. Mais pourquoi? Par rapport à son attitude, par rapport à beaucoup de choses, l'accumulation de beaucoup de choses. Je sais pas. Ok, moi par rapport à son image, par rapport à. Alors un message à Mbappé. Là, je vous rassure, il mettra quand même 40 buts cette saison. Non, mais Mbappé, c'est un génie du. Moi, il m'a fait rêver. Et... Bon, maintenant, il fera rêver le Real Madrid, mais. Mais bon, ouais, t'as des joueurs exceptionnels quand même. Après, il faut peut-être repenser Bellingham et le reculer d'un cran. C'est peut-être la solution. C'est vrai qu'il a encore du mal un petit peu. J'ai l'impression pas à trouver son poste, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a du mal à lui trouver un poste. Il est un petit peu bazardé, surtout avec tous ces profils-là. Donc, bon, on suivra ça avec bazardé et... Voilà, que Black, si tu nous entends. On n'a pas les droits. C'est pour ça que je me dis, t'es un petit grain. Un petit grain de voix avec Younes Dana, tu vois, tout à l'heure. Allez. On le gardera en montage. Ouais, on va le garder. Je voulais rapidement, c'est vrai que tout à l'heure on évoquait les clubs français en Ligue des Champions, on n'a pas du tout évoqué l'AS Monaco. Rapidement, et question très simple, est-ce qu'il n'y a pas un petit parfum de chance ou un mental de champion qui est en train de se créer au sein de cette équipe? On rappelle que cette équipe aussi est invaincue depuis le début de la saison. Il y a cette victoire au finish en Ligue 1 contre Montpellier, il y a cette... je ne sais pas comment dire ça, mais ils rattrapent 2 buts, ils perdaient 2-0 jusqu'à la 60e ou 70e, ils arrivent à égaliser dans les dernières minutes. Impraticable. Sur un terrain, voilà, c'était une piscine. C'était à Zagreb. Moi, justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit, je disais, parfum de chance ou cette chance ou ce mental de champion qui est en train de se dessiner, de se créer au sein de Monaco? Peut-être pas pour gagner la Ligue des Champions, mais en tout cas, voilà, pourquoi pas en Ligue 1. Le championnat, il faut partie des favoris. Hein. Ils ont une très très belle équipe. Hein. Franchement, moi... Franchement, c'est... le petit Ben Seguir, je sais pas si tu connais. Ouais, mais au-delà des Ben Seguir. Mais ils ont une belle équipe. Hein. Vraiment, c'est... Moi, je pense qu'ils vont... De toute façon, ça marche comme ça, Monaco. Monaco, c'est des cycles où tous les 5 ans, il y a une équipe stratosphérique qui sort. C'est incroyable. Et là, cette génération... c'est pas la même génération, donc je vais pas dire génération, mais cette équipe qui est en train de se construire autour de Ben Seguir, Akliouche... Et le Zakaria qui est Zakaria, il est monstrueux. Hein. Et Thilo Kerrer. Et le petit Lamine Camara qui est énorme. Thilo. Non mais Thilo. Il manque un défenseur central. Oui, mais il fait ses matchs. Ouais, il étonne. Franchement, je suis agréablement surpris par Thilo. Voilà, la même chose. Je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, agréablement il manque quand même un défenseur central d'un niveau supérieur. Oui. Pour que l'équipe soit vraiment. Et le gardien, c'est quand même encore un peu limite. Tu vois. Mais sinon, devant, Mbolo, c'est un super joueur. Faut quand même Balogun, il est en train de sortir de sa coquille, comme disait. Et voilà, je trouve que franchement, ça a de la gueule, quoi, tu vois. Ça a de la gueule. Et quand derrière, t'as
On n'a même pas parlé de Minamino et Golovin. Golovin, voilà. Ah, tu en parlais de créateur. Offensivement, on parlait de créateur. Golovin, c'est exceptionnel. Mais tellement beau. Et tu vois, là, il y a du football. Ouais, c'est vraiment beau. Est-ce que vous les voyez dans le top 8 de la Ligue des Champions? Quand je dis dans le top 8, c'est dans cette phase de groupe, phase de ligue, finir dans les 8 premiers, donc être directement qualifié pour les 16e. Je te jure, enfin, pour les 8e. C'est dur de le dire, mais c'est possible. Ah ouais, c'est possible avec l'équipe qu'ils ont. Ouais, moi, je pense qu'ils peuvent. Je vais vous dire ça. Ah oui, dans l'ordre. Ils reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils vont à Bologne. 1 point. Ils reçoivent Benfica. Ils vont à Arsenal. Et les 2 derniers, ils reçoivent Aston Villa et ils vont à l'Inter Milan. Enfin, ils vont à Milan pour affronter l'Inter et Aston Villa qui vient de battre le Bayern Munich. Barragiste sûr. Ah mais ça, d'accord. Moi, je vous dis... Non, mais attends, il y a quand même des matchs où tu sors avec 0 points là-dedans. Le dernier contre l'Inter. Arsenal. Ouais, mais après, c'est Étoile Rouge, Bologne, Aston Villa, Benfica. Aston Villa, ça peut être compliqué aussi. C'est une très belle équipe. Ils peuvent être dans les 8, pourquoi pas. Personne n'a envie de se mouiller. Non, mais c'est très... En fait, tu vas voir, parce que en l'ayant simulé des centaines de fois sur Football Manager, tu vas voir que ça va se jouer à la différence de but pour la 8e place. Entre la 6e et la 12e, 13e place, ça va être tu vas voir, il y aura 2 points. Et tu le vois, je pense que c'est le sujet qu'on va aborder après, mais le dernier sujet, il y a des équipes qui vont faire des impasses sur des matchs. Comme le Bayern a pu perdre à Aston Villa, comme le Real a pu perdre à Lille. Donc vous attendez à ça? Ça va être hyper tassé. Là, voilà, donc toi tu viens un peu donner ton avis, mais Younes, c'est vrai que là, ces derniers temps, on entend partout, ici et là, je pense à Rodri forcément, qui s'est blessé 2 jours après avoir fait cette déclaration où il dit que les calendriers étaient surchargés, il y avait beaucoup trop de matchs, qu'ils n'en pouvaient plus physiquement et mentalement. On est quand même sur une année qui a enchaîné Euro, JO, saison, nouveau format de Ligue des Champions avec 2 matchs supplémentaires. 2 voire 4. Oui, 2 voire 4 pour ceux qui seront en barrage. Et après, il y a potentiellement la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que, comme vient de le dire Jo, tu t'attends à ce que certains clubs, certains coachs et même certains joueurs, tout simplement, délaissent un petit peu certaines rencontres ou choisissent ces matchs? Il évoquait le Bayern face à Aston Villa hier, et il évoque aussi le Real Madrid qui peut être un peu, on va pas dire s'en fiche, mais laisse un peu... Tu peux rajouter le Barça qui a perdu à Monaco, tu peux rajouter City qui fait quand même nul contre l'Inter, même si ça reste l'Inter, c'est quand même une contre-performance dans l'absolu. Tu pourras pas... De toute façon, c'est connu. Après la Coupe du Monde, normalement, qui se joue l'été, ou après l'Euro, les préparations physiques des joueurs qui étaient présents dans ces grandes compétitions sont décalées par rapport au reste de l'équipe. Du coup, il n'y a pas d'homogénéisation physique du même effectif. Et tu vois, dans tous les grands clubs, tu vas avoir des blessés de façon assez cyclique. La première période, ça va être les mecs qui n'ont pas fini leur préparation, mais qu'on fait jouer très vite. Ouais. Ce qui se passe avec Vitinha, par exemple, ou avec Rodri, par exemple. Et puis, dans un deuxième temps, c'est des mecs qui n'ont pas fait l'Euro, sur qui on a trop tiré pendant cette période-là, qui vont se blesser. C'est des trucs qui sont connus dans les grands clubs chaque année. Donc, il faudra faire tourner sur certains matchs. Tu regardes Tottenham, par exemple, en Ligue Europa ce soir, ils ont mis l'équipe B. Ah, c'est officiel, ils ont mis l'équipe. Ils ont joué à 18h45. Ils ont mis que des... Ils ont fait tourner quasiment toute l'équipe. Ah, mais je pense que ça va être sur le long terme, ça va être la solution. Toi, ça te choquerait que Brest-Real Madrid, que le Real arrive avec son équipe B, ça te choquerait de voir ça? Je pense que les Brestois, ils prendraient comme un manque de respect, je pense. Mais au bout d'un moment, tu seras obligé, il y a trop de matchs. Lille, hier, il n'y a pas eu Rodrigo en face, il n'y avait pas... Oui, mais on ne peut pas dire que c'était... Oui, mais il y avait quand même... Non, mais tu es obligé d'avoir de la rotation, c'est ça que je veux te dire. Obligé, mais de là à mettre l'équipe B, changer tout le monde du gardien à l'attaquant, là... En fait, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai vu qui m'a un peu dérangé, je vois que c'est là où tu veux en venir, c'est que j'ai trouvé que le Real, hier, ils ont accepté la défaite. Il n'y a pas eu de révolte, comme le Real le fait depuis très longtemps. Et je pense qu'ils ont pris conscience aussi de l'accumulation de ces matchs-là. Ils ont vu les mecs se blesser. Ils voulaient quand même le gagner le match. Moi, j'ai pas trop vu de réaction. Franchement, même vers la fin, tu vois l'action d'Arda Güler avec Maud. Tu sens qu'ils voulaient arracher le match nul. Oui, mais malheureusement, le foot, il va évoluer comme ça. Maintenant, il y a tellement d'argent. La FIFA, l'UEFA, ils veulent trop de matchs, ils veulent plus d'argent. Il faut s'y faire, c'est comme ça. De toute façon, s'il y a des blessés... c'est malheureux, mais... Vous êtes en pleine forme physiquement, vous êtes dispo comme joker. Non, moi je joue pas, ça dépend pour quel club. Ça dépend oui Marseille, il t'appelle, t'as pas de club. Ça dépend combien il propose. La question c'est, est-ce qu'on propose 500 000 € par mois, tu y vas? Marseille, il t'appelle. 500 000 € par mois?
Arrête, je te connais. Joker. Ok, j'entends. C'est pas si évident que ça. Peut-être un peu plus pour les beaux joueurs qui... On avoisine l'heure d'émission. Merci les gars, c'était super. On se retrouve... Attends. Il y a un anniversaire. Non, mais il faut remercier très chaleureusement Jérémy Ménez, qui a vraiment joué le jeu et qui nous a partagé sur ses réseaux un peu partout, et ce qui nous a permis aussi d'être relayés dans la presse vraiment partout. On les remercie tous de nous avoir cités, que ce soit l'équipe France Foot. Franchement, ils ont été très classe. Le Monde, vraiment, quasiment tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on fait un peu partie de tout ça. On verra au prochain invité. Ce n'est que le début. On est très fiers. Voilà. Et ce n'est que le début. On a été repris au Mexique. Exactement. À Rome. Non, mais si, les fans de club américain et tout. À Rome, oui. Ouais, non, je dis ça un petit peu sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai. On sait que c'est une vraie nation de foot et tout. Donc, non, c'est vrai. Merci à Jérémy Ménez et merci aussi à vous, les gars. C'est grâce à vous si c'est bien senti à l'aise. Donc, voilà. Et donc, on va vous remettre aussi le lien de l'émission de Jérémy, avec Jérémy Ménez. Merci à Xavier et Saïd, surtout. Oui, merci à la Real qui sont en train de dormir derrière. Phénoménal, pas du tout. Je le vois, en tout cas, Xavier, il est bien encore réveillé. Donc voilà, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Il y a encore plein de belles choses qui nous attendent et qui vous attendent sur la chaîne de la Zone. Continuez à nous suivre en activant la petite cloche sur YouTube, puis à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, évidemment. T'as fait une nouvelle coupe, là. Ouais. Beau gosse. Très belle coupe. C'est vrai, vous aimez bien J'ai un côté Del Castillo, un peu, non Un peu. Ouais, moi j'ai la même tête, mais pas les mêmes pieds. Le joueur ? Oui. Ah, d'accord. Non, l'acteur de film non, X. Bon, allez, merci les gars, merci à vous. Salut, ciao. Ciao. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.